Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un brin de légèreté. Je suis Laetitia, photographe spécialisée dans le portrait d'entrepreneur et le personal branding. Et au cours de mon activité, j'ai rencontré plein de coachs, thérapeutes, artisans. Et dans ce podcast, j'avais envie de leur donner la parole pour qu'ils nous expliquent comment, chacun à leur manière, ils apportent un petit peu de légèreté dans la vie de leurs clients. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie Ichtertz, qui est kinésiologue et créatrice de la méthode Kinésois. Mélanie, bonjour! Bonjour Laetitia, Merci d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Alors la question, la toute première, c'est la plus difficile du podcast. Est-ce que tu peux te présenter en dehors de ton métier? Alors je suis Mélanie, j'ai 41 ans, je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Valentin. Je suis en couple avec un homme qui a 2 enfants. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Je dirais que je suis quelqu'un qui justement aime amener de la légèreté dans les choses qui peuvent être lourdes, et notamment par le biais de l'humour. Et voilà. C'est déjà pas mal. Merci pour cette présentation. Et maintenant, est-ce que tu peux nous dire justement qu'est-ce que c'est ton métier? Alors, aujourd'hui, je suis kinésiologue. Je l'ai pas toujours été, mais aujourd'hui, je suis kinésiologue. Je suis également formée au coaching en développement personnel, et en aromathérapie. Donc j'ai, créé une méthode qui s'appelle la méthode Kinésois, qui, permet justement d'allier un petit peu toutes ces cordes-là, pour, utiliser le mental à bon escient, pour éviter, le petit hamster dans sa roue. Mais du coup, remobiliser le mental pour pouvoir prendre conscience de ce qui nous bloque et ensuite l'intégrer dans le corps par le biais des émotions notamment et avec le support des huiles essentielles. Super, donc tu parles de trois choses. Donc la kinésiologie, est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu plus ce que c'est? Alors la kinésiologie, c'est un outil qui permet d'utiliser le corps pour aller chercher ce qui est imprimé dans la mémoire émotionnelle. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle le test musculaire. Donc on va aller tester un muscle, c'est-à-dire qu'on donne une pression sur un muscle. Celui-là va communiquer avec notre inconscient notamment. On sait que voilà, notre corps, il envoie tout le temps des informations à notre cerveau. C'est comme ça qu'on sait qu'on est en mouvement, pas en mouvement, debout, assis, couché, que la température extérieure, elle est plutôt froide, plutôt chaude. Donc on va utiliser ce système-là pour pouvoir aller chercher ce qui représente du stress pour notre inconscient. Et donc, qui va représenter un blocage dans notre quotidien et dans nos avancées au quotidien. Ok. Du coup, tu as parlé ensuite de développement personnel. Est-ce que là aussi, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus? Alors le coaching, c'est vraiment des outils qui vont nous permettre de prendre conscience de nos schémas, de nos manières de nous regarder, de nos manières de nous définir. Et on fait ça de manière très instinctive, de manière très inconsciente finalement. Et du coup, c'est important de pouvoir prendre de la hauteur, et c'est à ça que servent les outils de développement personnel, de prendre de la hauteur sur notre propre fonctionnement pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui n'est plus utile aujourd'hui parce qu'on a évolué. Et du coup, une fois qu'on en a conscience, on peut transformer les choses. Et les huiles essentielles maintenant? Les huiles essentielles, alors on a tendance à croire que c'est un peu des outils, oh c'est sympa, ça sent bon. Mais en fait, c'est un peu plus que ça. C'est que quand on va notamment sentir une huile essentielle, notre système olfactif est directement relié à notre système limbique, c'est-à-dire le centre de nos émotions. Et les huiles essentielles, c'est des molécules volatiles, donc qui vont être transportées par la respiration et qui vont aller se fixer sur des récepteurs au niveau de notre cerveau. C'est pour ça qu'en fait, ça a une vraie action au niveau de nos émotions pour participer à les apaiser. Ok, c'est un peu comme aussi les odeurs de notre enfance. Quand on les ressent, des fois, on se remémore des émotions. Oui, la fameuse Madeleine de Proust. C'est ça. C'est parce qu'effectivement, dans notre système limbique, on a la partie olfactive, on a la partie émotionnelle, mais on a aussi la partie mémorielle. Et en fait, on va imprimer des souvenirs, en général, avec les émotions. Je dis souvent à mes clients, quand tu vas chez ta boulangère le matin et que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'émotion particulière, 2 heures plus tard, tu te souviens pas forcément de ce qui s'est passé chez la boulangère. Les souvenirs qu'on va imprimer, on les imprime, souvent, toujours, en fait, avec, des émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables. Ok.
Du coup, ça te fait un beau package justement pour accompagner. Donc, si je comprends bien, la kinésiologie, ça va un peu t'aider à comprendre les problématiques de la personne. Le développement personnel, ça va l'aider enfin, à mener une action sur justement ces problématiques-là. Et puis, les huiles essentielles pour apporter encore un petit bonus en plus. Ouais, c'est ça. En Mm. fait, moi, je vais proposer des outils de développement personnel pour utiliser le mental pour que la personne puisse déjà prendre conscience. Parce qu'on ne transforme pas ce dont on n'a pas conscience, évidemment. Alors, je dis évidemment, mais c'est pas forcément évident, parce que parfois, on sait qu'il y a des blocages, mais on sait pas toujours lesquels. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre de la lumière sur ce qui bloque. Et ensuite, avec la kinésiologie, on va aller un peu plus en profondeur et on va ancrer ça dans le corps. La kinésiologie, elle a vraiment pour but d'amener à la conscience des informations qu'on a un peu mis sous le tapis en se disant bon, ça c'est bon, c'est réglé, alors qu'en réalité, c'est réglé d'un point de vue du mental, d'un point de vue de la compréhension, mais pas forcément d'un point de vue émotionnel. Donc l'idée, c'est de rassurer la partie émotionnelle qui est notamment inconsciente en se disant ok, il y a ça qui est encore là finalement d'un point de vue très émotionnel, on va la rassurer. Et quand on rassure cette partie émotionnelle, on va pouvoir recontacter nos propres ressources, qui sont déjà là, mais auxquelles on n'a plus accès parce que le stress est trop important. Et du coup, on va aller libérer la charge émotionnelle bloquante pour pouvoir retrouver nos ressources, en fait, et les remobiliser. Donc, en fait, c'est vraiment un travail en synergie de, OK, d'abord, je prends conscience, ensuite, j'ancre dans le corps pour pouvoir me remettre en mouvement différemment. Et les huiles essentielles, elles viennent soutenir finalement l'apaisement émotionnel. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer comment justement tu ancres ça dans le corps, par le corps? Enfin, comment ça se passe concrètement finalement? Alors, je donne souvent un exemple plutôt concret, c'est que, par exemple, un enfant, quand il apprend à marcher, il se lève pas du jour au lendemain et il marche. Il va y avoir tout un processus, en fait, d'apprentissage, parce que dans son développement, il va construire des réseaux neuronaux qui vont lui permettre d'accéder à tel et tel mouvement. Et c'est l'acquisition du mouvement et cette mise en mouvement qui va ensuite participer à la création de nouveaux circuits neuronaux. Donc en fait, c'est un cercle vertueux qui va l'amener dans le mouvement à créer des nouvelles connexions cérébrales. Donc c'est important de pouvoir ancrer les choses dans le corps parce que le mouvement va non seulement libérer l'émotion, en tout cas la charge émotionnelle, et en plus, ça va devenir, c'est-à-dire que c'est vraiment corporel. On a souvent tendance à croire aussi que nos émotions, elles sont uniquement dans la tête. En réalité, elles naissent dans notre cerveau, mais elles sont manifestées dans notre corps. Donc une émotion, quand on la ressent, on va sécréter des hormones. Chaque émotion va avoir sa signature hormonale. Et c'est cette décharge hormonale qui va nous permettre de comprendre de sentir en fait dans notre corps qu'on est en colère, qu'on a peur, qu'on ressent de la joie, de la sérénité, de la culpabilité, avec toute la palette émotionnelle qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment notre corps qui manifeste cette émotion parce que le fait de ressentir une émotion avec sa décharge hormonale crée une tension à l'intérieur du corps. Et c'est le mouvement qui va permettre de décharger cette tension émotionnelle. Donc c'est important de pouvoir faire le lien entre justement la partie cérébrale et inconsciente avec le corps pour nous permettre de nous mettre en mouvement. Alors comment ça se passe? On a tout un tas de protocoles. Je ne vais pas te sortir tous mes classeurs de protocoles, mais l'idée c'est vraiment d'accéder au protocole dont la personne a besoin. Parfois on peut en faire plusieurs au cours d'une séance, mais même dans une seule séance de kinésiologie, en dehors même de la méthode Kinésois qui allie le développement personnel, etc., dans une séance de kinésiologie simple, on va dire, on va avoir une phase de je pose mon état des lieux. Ensuite, je vais aller chercher les informations qui sont imprimées dans ma mémoire émotionnelle dont je n'ai plus forcément conscience. Et ensuite, on ancre les choses dans le corps avec tout un tas de protocoles. Ça peut être du mouvement, ça peut être ce qu'on appelle du brain gym. Donc, on va mettre le corps en mouvement pour aller libérer la charge émotionnelle dans le cerveau et lever les blocages dans la communication des informations dans notre cerveau, entre par exemple notre hémisphère droit et notre hémisphère gauche. Ou alors, ça peut être du travail plus énergétique où on va travailler sur les méridiens, sur les chakras, sur l'aura, parce qu'on n'oublie pas que la kinésiologie, ça vient à la base de la médecine traditionnelle chinoise. Ok. Alors ça reste très... autant c'est très technique ce que tu nous dis, autant c'est très brumeux finalement pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Est-ce que tu pourrais juste essayer de nous expliquer une séance concrètement, visuellement, comment ça se passe? Qu'est-ce que ton client va vivre pendant une séance?
Alors au départ, on prend un temps d'échange évidemment, que je connaisse la personne au départ ou pas, puisque chaque fois qu'une personne va venir ou revenir en séance, il va y avoir une nouvelle problématique ou en tout cas une évolution dans la problématique, si c'est la même problématique. On va échanger pendant 15-20 minutes pour vraiment, poser cet état des lieux. De dire: «Ben voilà, moi je viens avec telle émotion, avec telle problématique concrète, avec, je sais pas moi, ça peut être des douleurs physiques qui sont récurrentes, persistantes et qui ne cèdent pas forcément à d'autres traitements». Heu, la kinésiologie n'est pas un traitement, hein, je le précise quand même, mais en tout cas, à d'autres accompagnements, on va le dire plutôt comme ça. Donc il y a déjà ce premier temps d'échange. Ensuite, la personne va s'allonger sur le dos. Et moi, je vais justement utiliser ce test musculaire. Donc, dans un premier temps, je vais faire ce qu'on appelle des pré-tests. Les pré-tests vont me permettre, en gros, de faire un petit reset énergétique pour vérifier que toutes les énergies de base soient, comment dire, bien calibrées, on va dire ça comme ça. Parce que si c'est pas le cas, soit ça peut influencer de manière négative, entre guillemets, induire quelque chose au niveau du test musculaire qui sera plus vraiment juste, ou alors ça peut déjà me donner des indices parce que selon, les énergies qui sont peut-être pas, harmonieuses au départ de la séance, on va utiliser les symboliques des méridiens pour dire: «Ah bah là, il y a peut-être quelque chose qui coince» et qui pourrait déjà expliquer, donner des informations sur la problématique. Une fois que ces pré-tests sont faits, on va fixer une phrase d'objectif. Cette phrase d'objectif, pour moi, elle est essentielle et elle doit être, vraiment personnalisée à la problématique de la personne. Par exemple, on va pas faire une phrase d'objectif du type: «Je suis sereine», parce que globalement, on en est tous là. Mais qu'est-ce que ça veut dire être sereine pour la personne? Qu'est-ce que ça va lui permettre de faire dans son quotidien? Donc c'est vraiment important de cibler cette phrase d'objectif, parce que cette phrase d'objectif, elle va permettre de brancher l'inconscient sur, la destination. Donc au départ, on fait l'état des lieux et ensuite on a la destination. Sauf que la personne, elle sait qu'elle veut aller là, mais elle n'y arrive pas et c'est plus fort qu'elle, parce qu'elle a les pieds sur des freins qui l'empêchent d'atteindre cet objectif. Donc une fois qu'on a branché l'inconscient sur l'objectif, on va pouvoir aller chercher les freins très précis sur lesquels elle a les pieds, pour ensuite aller lever ces freins-là pour atteindre son objectif et se remettre en route finalement vers son objectif. Donc on va aller poser cette phrase d'objectif-là, brancher l'inconscient sur cette phrase d'objectif qui, au début de la séance, représente du stress. Et ensuite, on va aller identifier les freins. Identifier les freins, ça peut être sur différents plans. Ça peut être sur un plan énergétique, avec par exemple la circulation énergétique dans certains méridiens qui sont soit en excès, soit en vide, où là on utilise des principes, des lois de médecine traditionnelle chinoise pour aller comprendre pourquoi c'est tel méridien qui est impliqué et quelle est la symbolique derrière. Par exemple, je vais donner un exemple assez courant, c'est le méridien du rein qui est le méridien de la peur. Ah ben là, on va comprendre que quand celui-là il est impliqué, quand il y a un vide d'énergie dans ce méridien-là ou un excès, bah, l'idée c'est de remettre de l'équilibre pour que la personne elle puisse apaiser sa peur et en même temps retrouver une partie de confiance pour avancer. C'est un exemple, hein. Ou alors on peut aller travailler sur ce qu'on appelle des récessions d'âge. Donc là, on va remonter le temps pour aller chercher à quel moment la personne, elle a lâché son objectif. Bon, je donnais l'exemple de je suis sereine. Ben, à quel moment dans ma vie, quel événement de vie a fait que je perde cette sérénité-là? Et qu'ensuite, tous mes événements de vie entretiennent cette perte-là. Et du coup, on va aller lever la charge émotionnelle de ce moment-là, dans cette mémoire émotionnelle, pour dire ok, c'est bon, maintenant tu es en sécurité, tu peux y aller. Donc une fois qu'on a identifié tous les freins, déjà ça permet à la personne de prendre conscience que certains événements de vie que peut-être elle a cru derrière elle, digérer, acter, etc., finalement ça joue encore un rôle dans son quotidien, dans sa vie actuelle, et que ça a encore un poids émotionnel. Une fois qu'on a identifié ça, on va pouvoir choisir, entre guillemets, c'est pas moi qui choisis, c'est le corps qui choisit, et qui va me dire, moi j'ai besoin de tel protocole pour aller lever cette charge émotionnelle. Ok, c'est tout un programme. Là, tu parles beaucoup d'énergie, de méridien, etc. Alors moi, je suis quelqu'un de très cartésienne et il me semble que tu es issu du milieu médical à la base. Oui. Alors comment justement tu en es arrivé là et comment tu expliquerais ça
d'un point de vue entre guillemets «scientifique»? Enfin voilà, comment tu expliquerais tout ça? Pas Alors, facile comme question. pas facile, mais on me la pose assez souvent parce que, mine de rien, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont s'orienter vers la kinésiologie en disant: «J'ai tout essayé, on m'a dit que peut-être ça peut marcher, donc je viens vous voir». Mais quand même avec ce petit côté sceptique de, finalement, comment ça fonctionne? Alors effectivement, moi j'ai été, infirmière pendant 15 ans, donc j'ai, sur le papier soigné des corps, même si évidemment, on est proche des gens et qu'on accompagne aussi la partie psychologique, mais j'ai toujours trouvé qu'il me manquait quelque chose. Un levier de compréhension en fait, de pourquoi il y a certaines choses qui arrivent et on n'a pas d'explication. Hem, alors c'est vrai que l'énergie, on a tendance à penser que, c'est quelque chose d'un peu abstrait et presque d'inexistant. En réalité, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on est capable de mesurer et notamment en fréquence, donc en fréquence vibratoire avec des hertz. Par exemple, ça nous est déjà tous arrivé de rencontrer quelqu'un pour la première fois et de dire: «Cette personne-là, je la sens pas». Ou de rentrer dans un lieu et de se dire: «Oh l'ambiance, elle est sympa». En fait, ça, c'est l'énergie du lieu, d'une personne qu'on va ressentir. Parce qu'on est tous composés d'énergie et même un objet qui est hyper dense est composé d'énergie entre ses particules. Et donc, ces énergies-là, elles vont communiquer. J'explique souvent aux gens que quand on est en séance et que quand on est en présence les uns des autres, on va créer ce qu'on appelle un égrégore énergétique. C'est-à-dire que mon énergie va circuler à l'intérieur de moi, mais aussi autour de moi. Et de même pour la personne. Et en fait, c'est un peu comme quand on joue à faire des ricochets, par exemple. Donc tu vas lancer ton caillou et à la surface, il va y avoir ces ondes-là, en fait. Nous, dans notre corps, c'est exactement la même chose. Et quand je parle de notre corps, c'est notre corps physique, mais tout ce qu'on appelle les corps subtils aussi tout autour de nous, notre aura, par exemple. Cette énergie, elle va communiquer du coup à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous également, mais de manière assez large, un peu comme une vague d'ondes qui va communiquer avec les autres. Donc en réalité, l'énergie, aujourd'hui, c'est plus si abstrait que ça. C'est vraiment ce truc-là qu'on sent et qu'on ne sait pas expliquer. Ce truc-là où on va te dire, cette personne-là, je la sens pas, mais je sais pas pourquoi. Elle m'a encore rien fait, mais il y a un truc qui passe pas. Il n'y a pas le feeling. C'est ça l'énergie en fait. Et c'est avec ça notamment qu'on va pouvoir travailler et qu'on va pouvoir utiliser comme levier de libération et comme aussi comme communication entre moi, thérapeute à ce moment-là, et la personne qui vient me consulter. Tout à l'heure, tu disais que parfois on a des blocages, mais on ne sait pas forcément, lesquels, d'où ça vient. Justement, à quel moment on doit venir, te consulter? Dans le sens où comment on sait que c'est toi qu'on doit venir voir et quelqu'un d'autre? C'est quoi? Qu'est-ce que tu «répares» peut-être entre guillemets? Hem, alors, je pense sincèrement que je dirais presque que la technique importe peu. C'est presque la personne, en fait. On a peut-être déjà, tous fait l'expérience de: je vais voir un médecin, il est médecin, mais il y a pas le feeling, ce fameux feeling. Et en fait, on sait que ça participe aussi à la thérapie, quelque part. Donc je pense que, pourquoi moi plutôt qu'une autre? Faut avoir le feeling. La kinésiologie ou une autre, thérapeutique, ça n'est que l'outil finalement qu'on va utiliser. Maintenant, faut avoir, je pense, une forme de sensibilité aussi avec, ce que je propose. Il s'agit pas de se dire, «Je vais faire ça et c'est la même chose que de l'hypnose ou que je sais pas quoi». Ça dépend vraiment, aussi du feeling qu'on peut avoir avec une technique. Si on commence à se dire: «Ah tiens, ça a l'air intéressant», OK, c'est que ça parle en fait. Donc faut se laisser porter aussi, je pense, par, ce qu'on ressent. Notre corps, il sait ce dont on a besoin. Donc je pense que c'est important de pouvoir, déconnecter le mental et de se dire: «OK, ça m'intéresse, elle m'intéresse, je vais y aller parce que je sens qu'il y a quelque chose, qui passe, quoi». Alors en fait, tu m'as donné un petit peu la même réponse que Catherine Hensler, m'avait donnée quand je posais la question, pourquoi il y a tant de techniques qui existent? Effectivement, comme elle le disait, comme tu viens de le dire, c'est, ce feeling finalement, il faut que le feeling passe, même sur une technique, la même technique, mais avec une personne, ça va bien fonctionner, avec une autre, pas. Alors je vais reformuler un petit peu ma question. Je vais te donner, mon exemple personnel. Moi, je suis quelqu'un de très dans la retenue, je retiens justement toutes mes émotions et cetera, et des fois d'aller voir quelqu'un, je me dis: «OK, ce serait peut-être bien de suivre, enfin d'aller me faire accompagner», mais j'ai toujours cette peur finalement d'être illégitime à venir, consulter quelqu'un, donc c'est plutôt dans cette question-là, dans quel cadre je peux venir, te voir? Est-ce que tu es ouvert à tout? Est-ce qu'il faut vraiment avoir un gros problème pour venir te voir, ou juste une petite sensation de: «Il y a un truc à travailler»?
Alors, je pense que c'est hyper important ce que tu pointes du doigt là, c'est qu'effectivement, déjà, on n'est pas éduqué à prendre soin de nous, à prendre du temps pour nous et encore moins à écouter nos émotions. Pourtant, nos émotions, c'est la boussole absolue pour avancer dans la vie. Nos émotions, elles sont là pour nous dire ça c'est bon pour toi ou ça c'est pas bon pour toi. Et après, quand c'est pas bon, ben, chaque émotion va avoir un message à transmettre. Typiquement, la peur, elle est là pour nous dire attention, il y a un danger potentiel. Ok, bah comment je fais pour me mettre en sécurité? Mais c'est pas juste constater qu'il y a un danger potentiel, c'est pouvoir agir face à ce danger-là. Donc déjà, il faut se rappeler qu'on est tous des êtres humains, qu'on a tous des émotions, et que toutes ces émotions-là, elles vont potentiellement laisser une trace, notamment dans notre corps, et que ben, si on les laisse de côté, on risque d'avoir à un moment donné des manifestations corporelles de attention, ça tu t'en es pas occupé, ben je vais crier de plus en plus fort en fait, c'est ça, hein. C'est que nos émotions, c'est le murmure du corps qui risque de crier si on s'en occupe pas, parce qu'elles sont notre boussole. Donc j'aurais envie de dire, à partir du moment où on est un être humain, on peut aller voir quelqu'un, parce que tout être humain va avoir des émotions. Après, on n'est pas tous à même de verbaliser des choses, et tu l'as très bien dit, si on n'a pas conscience de ce qui bloque, ben pourquoi j'irais voir quelqu'un puisque je sais même pas quoi lui dire? L'avantage de la kinésiologie, c'est que c'est le corps qui parle, et c'est mon rôle justement de traduire ce qu'il dit par le test musculaire. De dire, ok, ben là, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Après, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur, il y a déjà souvent des manifestations extérieures. Ça peut être des difficultés professionnelles, des difficultés à faire des choix, des difficultés relationnelles, quelles qu'elles soient, avec un mari, une femme, des amis, des relations professionnelles, des relations avec nos enfants. Je connais personne qui n'a absolument rien qui ne va pas dans sa vie. Donc je pense qu'à partir du moment où on se trouve en difficulté face à quelque chose ou à quelqu'un, il y a quelque chose à travailler derrière. C'est à ça que servent nos événements de vie finalement. C'est à comprendre qu'est-ce qu'on a besoin de travailler à l'intérieur de nous pour pouvoir être en relation avec l'extérieur. Donc, je pense que tout le monde a besoin effectivement de travailler sur soi, mais on n'a pas besoin d'attendre d'être au fond du trou. Et je pense que c'est même mieux d'ailleurs de le faire avant et de se dire ok, là je sens qu'il y a quelque chose qui me dérange, avant que ça devienne insurmontable. Parce que quand c'est insurmontable, on se retrouve avec un énorme oignon à peler, et il faut enlever les couches, des couches, des couches qu'on a accumulées au fur et à mesure de notre vie, jusqu'à trouver le cœur de la problématique. Quand on va plutôt bien et qu'on n'est pas au fond du trou, c'est quand même vachement plus facile de travailler sur soi parce qu'on est aussi plus distancié avec nos émotions, et donc on n'est pas submergé en permanence. C'est un peu le problème que je trouve justement dans la société, tu l'as dit tout à l'heure quand tu étais infirmière, c'est que tu n'as pas le temps d'aller en profondeur dans les choses et qu'aujourd'hui, ben, quand on est malade, on va voir un médecin, mais il va soigner le symptôme, mais pas forcément la cause et pas voir ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que les accompagnements de bien-être à côté sont plutôt importants. Faut vraiment qu'on puisse comprendre ça dans notre société, c'est qu'effectivement tout fonctionne ensemble. C'est pas, et moi j'ai beaucoup entendu ça quand j'étais infirmière, c'est oh bah s'il n'y a pas d'explication physique, c'est forcément dans la tête. Et c'est forcément dans la tête avec ce petit ton plutôt jugeant, et en se disant bon bah si c'est dans la tête, c'est pas si grave que ça quoi. En réalité, tout communique. Nos émotions, elles ont un réel impact sur notre physique, et à un moment donné, bah, c'est important de pouvoir comprendre que il faut travailler sur le symptôme, mais il faut aussi travailler sur la cause du symptôme. Et c'est ça qu'on fait avec ces techniques-là aujourd'hui, c'est qu'on va aller chercher l'origine, la source émotionnelle, la part émotionnelle finalement d'un symptôme qui est physique. Et un mal-être, c'est également, une manifestation physique de quelque chose. Parce que le mal-être, on le ressent dans notre corps, il n'est pas juste dans notre tête. Est-ce que tu as un exemple concret ou impressionnant d'un changement que tu as pu voir lors d'une de tes séances? J'ai un exemple d'un petit garçon, sa maman me l'a amené parce que il avait des troubles alimentaires. Et en fait, tous les médecins disaient oh bah, ça passera, il finira bien par manger, de toute façon un enfant ça se laisse pas mourir de faim. Et
sa maman, elle a bien senti qu'il y avait autre chose, en fait. Aussi parce qu'elle était passée par des troubles alimentaires étant plus jeune, et je crois même encore à l'âge adulte. Donc elle avait bien conscience qu'il y avait autre chose que juste, il aime pas tel ou tel aliment et que ça va passer. Et il a suffi d'une séance pour aller travailler, d'ailleurs à distance parce que le petit était trop petit pour tenir une séance de kinésiologie par lui-même. Donc on fait un transfert énergétique sur la maman. Et finalement, je pense que ça a soutenu les deux. C'est-à-dire qu'à travers la séance de son fils, elle a pu aussi réparer des choses chez elle, comprendre des choses chez elle par rapport à ses propres traumatismes et ses propres expériences avec la nourriture. Et une seule séance a suffi pour régler le problème et faire en sorte que cet enfant mange normalement. Ça me fait juste penser à une question du coup qui m'est venue. Donc là, tu parles d'un enfant. Je vais parler de phobie scolaire, par exemple, ou en fait quelqu'un qui aurait une peur, ou que ce soit sociale, n'importe laquelle, où vraiment la personne se sent totalement voilà, séparée finalement de la société et qu'elle ne peut plus, phobie scolaire, aller à l'école. Comment finalement on peut lutter par rapport à ça, puisque c'est vraiment un truc du système, on est obligé d'y aller, alors que c'est totalement en inadéquation avec qui on est. Alors comment on peut gérer ce genre de situation? Est-ce que tu as une idée? Alors, j'en reçois quelques-uns parce que c'est vraiment quelque chose d'assez récurrent aujourd'hui. Euh, Déjà, on va aller chercher justement qu'est-ce qui s'est imprimé dans le corps. Souvent, il y a quand même un événement assez flagrant, hein, du harcèlement. Enfin, c'est jamais du jour au lendemain. Il y a toujours un facteur déclenchant qui va amener à la phobie scolaire. Donc déjà, c'est d'aller rassurer ce moment-là, en fait, de dire ok, ça maintenant c'est terminé. Ce moment-là, ce harcèlement-là, ou un événement en particulier, je sais pas, une agression par exemple, ce moment-là, il est fini. Ce qui se passe, c'est que notre cerveau, il va entretenir ça avec le souvenir, justement. Notre cerveau, je grossis le trait, hein, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais notre cerveau ne fait pas la différence. En tout cas, notre cerveau émotionnel ne fait pas la différence entre ce qui est de l'ordre du moment vécu, de l'instant présent, de la projection vers le futur et du souvenir. Émotionnellement, c'est la même chose. Si on imagine, par exemple, ton patron t'appelle et te dit, bah voilà, il faut absolument que je vous parle, il y a quelque chose qui va pas, il faut qu'on fasse le point. Tu vas être dans la projection de ce qui va se passer, avec la crainte de ce qui va te rapporter, la peur d'être éventuellement licencié, etc. Au moment où tu vas le vivre, effectivement, il va te reprocher des trucs, etc. Et la crainte, elle va être la même. Et ensuite, tu vas repenser à ce moment-là, tu vas le raconter à des amis, à un conjoint, etc. Et tu vas revivre encore une fois cette peur-là. Une émotion, elle dure normalement 90 secondes. 90 secondes. Donc quand l'émotion, elle dure à l'intérieur plus longtemps, c'est que quelque chose l'entretient. Soit des ruminations sur des projections parce que on a été mis en alerte, parce qu'on a été confronté à de la crainte, à de la peur, etc. et qu'on va être en hypervigilance en permanence, on va tout anticiper. Du coup, on va ressentir encore tout le temps cette peur-là. Ou alors, on va se rappeler tout le temps. Bah ouais, mais si je vais au collège, si je vais à l'école, je vais revivre ce moment-là où j'ai été harcelée, où j'ai été agressée, etc. Ou l'échec scolaire, si tel est le cas. Et du coup, on n'est plus dans le moment présent. Et on n'arrive plus à rassurer cette partie émotionnelle qui est restée, en fait, dans ce qu'on a vécu avant. Ou dans nos projections, voire des fois les deux. Donc, on n'est pas dans le moment présent en fait, ça peut bien se passer parce que notre cerveau a intégré que ça va se passer comme ça de toute façon. Et c'est un mécanisme de protection, hein. Si je ne conscientise pas que ça peut se passer comme ça, je risque de me mettre en danger. Donc je vais partir du principe, je vais adopter la croyance que l'école égale agression pour me mettre en sécurité, pour me protéger. Et du coup, ça va nous obliger à nous extraire de la société, de cette communauté-là qu'est l'école, pour nous protéger. Donc l'idée, c'est vraiment déjà d'aller à la source, à l'origine du stress. C'est finalement du stress post-traumatique en fait, hein, pour aller rassurer cette partie-là et faire comprendre à l'inconscient que ce moment-là, il est terminé et qu'on peut y aller en sécurité, qu'on a éventuellement les ressources pour y retourner. L'idée, c'est pas d'annihiler la peur, parce que celle-ci, elle est utile, mais l'idée, c'est de faire remonter le curseur de la confiance. Ce qui nous permet de dépasser une peur, c'est notre niveau de confiance, en fait.
C'est pouvoir prendre notre peur par la main et se dire, allez, j'ai compris que tu étais là et je sais que tu es là pour me protéger, mais on y va quand même. Donc l'idée, c'est vraiment d'agir sur ces différents aspects-là, sur la partie traumatique et ensuite sur ce qu'il en reste. Mais souvent, on en arrive à des extrêmes comme ça, par rapport à la phobie scolaire, pour reprendre l'exemple que tu m'as donné tout à l'heure, c'est de comprendre quelle est la construction de l'enfant qui a amené à vivre ça. Parce que finalement, des micro-agressions, des choses comme ça, il y en a tout le temps à l'école. Mais tout le monde n'est pas en phobie scolaire. Donc c'est un peu comme le burn-out, c'est la construction individuelle qui est instable, fragile, vulnérable, dans un environnement qui peut être toxique, qui va faire exploser ce genre de pathologie-là. Merci. Justement, tu as parlé du mot burn-out. Tu as aussi écrit un livre sur le burn-out. Est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter ton histoire et ce que tu as appris le burn-out? Alors, donc moi, j'ai été infirmière pendant 15 ans. Et pendant la période Covid, j'étais dans un environnement plutôt protégé, c'est-à-dire que je n'étais pas au front, comme le disaient certaines de mes collègues, en étant dans des unités Covid, etc., à voir les gens mourir à tour de bras. J'étais en cabinet privé d'ophtalmologie. Ce livre, il m'a permis de comprendre que j'ai toujours eu besoin d'être parfaite dans mon travail. Ça me rappelle quelqu'un. Sauf qu'on sait que ça n'est pas possible. Ça n'existe pas. Alors ça, je le sais aujourd'hui. Mais à l'époque, j'étais vraiment dans cette quête complètement inconsciente d'être toujours la meilleure, d'être parfaite. Donc j'en faisais toujours plus. Et quand on arrive dans un environnement toxique, évidemment, ces personnes-là, peut-être aussi de manière inconsciente, vont t'en demander toujours plus parce qu'ils ont bien senti que, bah ouais, on va lui demander parce que de toute façon, elle va le faire. Et du coup, là aussi, moi, j'ai vraiment conscientisé que c'était ma construction personnelle vulnérable par ce besoin de perfectionnisme qui, dans cet environnement toxique-là, qui m'a amené à décompenser ce burn-out. Je ne m'en suis absolument pas rendu compte. Et c'est mon corps qui m'a arrêtée. C'est pour ça que pour moi, c'est essentiel de remettre le corps au centre de notre bien-être et de nos thérapies finalement, d'ancrer les choses dans le corps, parce que notre corps, il parle. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais des douleurs au niveau du dos, j'avais des douleurs au niveau abdominal, et j'avais tellement mal tout le temps que je ne savais plus où j'avais mal. Je savais plus d'où ça venait, je savais plus où ça commençait, et évidemment, ça finissait jamais. Le jour, la nuit, enfin voilà. J'en étais arrivée à être connectée en permanence à mon travail parce que je ne me définissais qu'avec ça. Je n'existais qu'avec mon travail. Donc il fallait que je sois parfaite, évidemment. Sauf que quand mon corps a dit stop, maintenant ça suffit, j'avais plus ce travail-là, j'ai été obligée de m'arrêter. Et donc, j'étais incapable de me définir. Et là, descente aux enfers. Qui je suis si je ne suis plus infirmière? Donc ça a été un gros travail justement de déconstruction de ce sur quoi je me définissais quasiment entièrement pour pouvoir vraiment trouver finalement qui je suis. Mais qui je suis dans l'absolu. C'est-à-dire que peu importe le travail que je ferai, peu importe les gens avec qui je serai, je suis cette personne-là. Donc c'est vraiment important d'entendre ces signaux du corps quand on dort mal. Moi, je me souviens que je me réveillais la nuit régulièrement et alors j'avais pas de carnet, mais j'avais mon téléphone à côté et je notais ce à quoi je devais penser pour le lendemain que j'avais pas fait la veille parce que j'avais pas eu assez de temps et je faisais des listes à faire. De choses à faire et ça ne s'arrêtait jamais. J'étais épuisée. Tu parles de légèreté, ça ne faisait plus du tout partie de mon vocabulaire. Je ne savais plus rire avec mon fils. Enfin, c'était terrifiant, quoi. Et ça, je m'en suis rendu compte après. Quand on a la tête dans le guidon, ce qu'il y a, c'est que c'est insidieux, en fait. C'est que on va faire ça, plus ça, plus ça. Et puis, si on fait déjà ça, oui, je peux encore faire ce petit bout-là. Et puis, quand on va te demander encore un truc supplémentaire, oui, ça, maintenant, j'arrive à le faire. Donc, je peux faire ça en plus. Sauf qu'en fait, ça s'arrête jamais, c'est à l'infini. Et on finit par s'oublier soi. Ça finit par déborder sur l'entourage, sur la sphère privée, sur la sphère du couple, sur la sphère parentale,
ça déborde partout en fait, parce qu'il n'y a plus que ça qui existe. En tout cas, je n'existais plus que par ça. Du coup, à l'issue de ça, comment tu as fait pour t'en sortir? Alors, il y a eu du temps déjà, et il y a eu beaucoup de choses. C'est-à-dire que je crois pas qu'on puisse, et c'est pour ça que j'ai créé cette méthode-là, je crois pas qu'on puisse s'en sortir avec un seul thérapeute et avec une seule séance. Je pense qu'il faut vraiment comprendre que ça prend du temps. Et moi, j'ai mis du temps à le comprendre, et que même quand on me l'a dit, j'ai pas voulu l'accepter. C'est-à-dire que vu que j'ai toujours travaillé, et j'ai toujours travaillé beaucoup, c'était impensable de me dire que je n'étais plus capable de travailler. Quand ma psy de l'époque m'a dit un burn-out, c'est en moyenne 18 mois d'arrêt, j'ai rigolé. Je dis ouais, d'accord, mais pas moi. Et pourtant, mis bout à bout, finalement, je suis arrivée à ces 18 mois-là. Et je m'en suis pas sortie qu'avec cette psychothérapeute. Déjà, je m'en suis sortie avec elle parce qu'elle avait elle-même traversé un burn-out, donc elle savait de quoi elle parlait. Ça, je pense que c'est impératif de trouver le thérapeute qui vous accompagne, qui nous accompagne sur des sujets qu'elle a traversés aussi, qu'il ou elle a traversé aussi. Parce que c'est l'expérimentation qui nous permet de comprendre ce que vit l'autre et d'avoir aussi ce recul nécessaire. J'ai fait de la kinésiologie aussi, parce que c'est une technique que je connaissais déjà en fait. Donc j'avais déjà cette sensibilité-là par rapport à la kinésiologie. J'ai suivi un coaching pendant presque 2 ans. Les huiles essentielles évidemment, en soutien. Mais j'ai aussi eu un psychiatre, j'ai aussi pris des médicaments même si je voulais pas en prendre au départ. Mais l'idée c'est vraiment de pouvoir trouver les thérapeutiques qui vibrent et qui nous parlent en fait. Et pas de se dire bah oui mais j'ai déjà vu un psy puis ça m'a servi à rien, mais j'ai déjà fait une séance de kinésio et puis ça m'a servi à rien, j'ai déjà fait de l'hypnose et ça n'a servi à rien. Tout ça c'est un cheminement, et je pense que c'est important aussi de se dire que il n'y a pas qu'une seule technique avec un seul thérapeute, et parfois il y a des moments clés en fait. À un moment de notre vie, on aura besoin de telle thérapeutique, et puis plus tard, on n'en aura plus besoin, mais on aura peut-être besoin d'autre chose parce qu'on évolue chaque jour, et que c'est aussi de cette évolution-là qu'on va pouvoir apprendre. Et donc, on n'a pas les mêmes besoins en fait, parce qu'on n'est plus les mêmes personnes à mesure qu'on va apprendre de soi. Tout l'objectif de ce podcast, justement, c'est de montrer toutes les possibilités qu'il y a, parce qu'aussi souvent, on ne connaît pas forcément les pratiques, les thérapeutes. Donc, ça permet aussi de voir si on peut matcher avec quelqu'un et de voir s'il y a une solution qui pourrait nous intéresser. Donc, aujourd'hui, dans ton accompagnement, tu suis aussi des gens qui sont en burn-out? Oui. Et il y a même des gens qui viennent me voir sans savoir que j'ai traversé le burn-out. C'est là où l'énergétique a tout son sens aussi, c'est que le feeling, il est là aussi. C'est que des fois, j'ai des personnes qui me disent je suis tombée sur votre site où j'ai vu une photo de vous, ça m'a parlé. Et puis c'est après qu'on découvre que je suis passée par le burn-out. Donc oui, j'ai pas mal de personnes qui viennent dans ce genre de problématique-là. J'en ai aussi beaucoup qui viennent avec ce genre de problématique sans en avoir conscience, et que c'est aussi là que c'est important d'avoir un thérapeute expérimenté. Et quand je parle d'expérience, je parle pas de diplôme et de compétences professionnelles, je parle d'avoir traversé justement ce pourquoi on vient le consulter, parce que ça me permet d'amener des mots justes aussi, et pas de balancer un mot violent comme le burn-out, qui peut être violent pour certaines personnes qui ne sont pas prêtes à l'entendre, et d'amener petit à petit à ce que la personne comprenne presque d'elle-même que finalement elle en est quand même là. Après, il n'y a pas que le burn-out, il y a aussi alors j'aime pas le mot hypersensible, mais je vais le dire quand même pour que ça parle, mais c'est plus la haute sensibilité, parce que hyper, je trouve que c'est un peu péjoratif, c'est comme si on était trop. En réalité, on est juste construit différemment, enfin différemment. On est construit, c'est une minorité, les hypersensibles finalement. C'est une construction cérébrale particulière avec des filtres sensoriels particuliers. Et je me suis beaucoup formée à ça, parce que moi, c'est pareil, pendant longtemps, c'est mon conjoint à l'époque qui m'avait dit tu serais pas un peu hypersensible? Moi, jamais, je pleure pas. Donc, je ne suis pas hypersensible. En fait, ça n'a rien à voir. Mais du coup, c'est justement de pouvoir petit à petit amener des clés,
des mots-clés aussi pour que la personne se dise: «Ah tiens, ça me parle». On va pas dire hypersensible, on va pas dire burn-out, mais c'est d'autres mots. Parce qu'on sait qu'il y a certains mots qui sont finalement inaudibles pour les personnes qui sont pas prêtes à l'entendre à ce moment-là, mais que ça doit cheminer. Donc on va semer des graines pour que les gens puissent se rendre compte effectivement que peut-être que ça leur parle quand même. Bon, je pourrais parler du burn-out encore longtemps. Moi, j'ai jamais été diagnostiquée parce que justement, je ne suis pas du genre à aller demander de l'aide, mais en tout cas, il y a des signes qui ne trompent pas. Et je pense aussi que c'est comme tu dis, un post-traumatique, enfin, c'est un trauma au final et ça a un impact beaucoup sur beaucoup d'autres choses qui finalement des choses simples du quotidien qu'on n'est même plus capable de faire. Donc voilà, mais on parlera peut-être ça en off. Je vais pas tout dévoiler ici. Je vais juste rebondir du coup, mais là c'est complètement marketing. Tu as parlé de la photo. Comme quoi, c'est super important d'avoir des photos justement qui montrent qui vous êtes pour justement attirer les bonnes personnes aussi. Parce que effectivement, moi, en fait, personnellement, quand je vais chercher que ce soit un thérapeute ou même un médecin ou un dentiste, quand je dois changer de professionnel de santé, je vais regarder la photo parce que j'ai besoin de sentir que ouais, ça pourrait aller avec cette personne-là. Donc, la photo, c'est important. C'est essentiel. Est-ce que tu as partagé tout ce que tu as envie de partager dans cet épisode? Je crois. J'ajouterais peut-être que effectivement, on l'a dit, hein, effectivement, on n'a pas besoin d'attendre d'être au fond du trou pour consulter et la kinésiologie, ça se pratique à tous les âges. J'ai beaucoup de personnes où la porte d'entrée à leur première séance, ça va être leurs enfants. Parce qu'effectivement, on a plus tendance à se dire, «Oh bah oui, je vais l'amener lui» et puis mais finalement, il y a aussi, beaucoup de choses qui se jouent dans la parentalité. Alors, c'est très bien qu'on amène les enfants et c'est essentiel qu'on amène les enfants parce qu'ils ont la chance d'avoir ce genre de pratique-là, que ce soit la kinésiologie ou autre chose. Et je pense que c'est important effectivement de sortir de cette habitude d'aller toujours vers du médical et de se dire que tout est physique parce que c'est pas toujours le cas et de vraiment comprendre que tout ça fonctionne en synergie. Et moi, j'étais infirmière pendant 15 ans, je vais jamais dire bah non, prenez pas de médicaments. Ça a une utilité, mais pas que. Et c'est important aussi de pouvoir se dire que derrière chaque symptôme physique, il y a une part émotionnelle et de considérer cette part émotionnelle. D'ailleurs, que ce soit pour les tout petits, mais aussi pour nous adultes. Oui, je pense même que c'est important justement, donc tu dis que les parents emmènent leurs enfants et que du coup, ça les amène eux aussi à travailler sur leurs émotions. Parce qu'effectivement, les traumas des parents ou les problèmes émotionnels des parents vont avoir un fort impact sur leur manière d'éduquer les enfants. Et après, voilà, on engendre des choses, des problématiques plus tard. Donc c'est important aussi, oui. Et ça va au-delà de ça, c'est que c'est pas uniquement du mimétisme et c'est pas uniquement de l'éducatif. Il y a évidemment cette part-là, mais il y a cette part, le transgénérationnel, qui peut aussi paraître un mot des fois un peu perché comme ça. Mais en réalité, nos émotions sont imprimées dans nos gènes, dans notre ADN. Et c'est aussi ça le transgénérationnel. C'est-à-dire que, encore une fois, nos émotions, elles vont sécréter des hormones. Ces hormones, c'est des neurotransmetteurs chimiques. Et quand on décharge de la chimie dans notre corps, ça a une influence sur notre ADN. Donc tout ce que nous, on va pas traiter, ou ce qu'on n'a pas traité, ou ce que nos ancêtres n'ont pas traité en termes d'émotions, ça, ça a laissé des traces dans leur ADN, et donc par conséquent dans le nôtre. La bonne nouvelle, c'est que quand on travaille, nous, sur ces traumatismes-là, on peut reprogrammer cet ADN-là. Donc c'est important aussi de pouvoir comprendre que tout ce qu'on fait pour nous, on le fait pour les générations précédentes et on le fait aussi pour les générations descendantes. Et évidemment, c'est chouette de pouvoir emmener nos enfants pour que eux ne se trimballent pas autant de valises que nous, on a pu le faire. Mais c'est important aussi de pouvoir travailler sur les nôtres pour que ça ne continue pas de se transmettre de génération en génération. Oui, effectivement, ça a été prouvé maintenant aussi que quelqu'un qui a vécu un traumatisme, ça se transmet dans son ADN, etc. Et voilà, c'était perché jusqu'à longtemps, mais ça a été prouvé scientifiquement maintenant. Oui. Donc je J'ai valide. même vu une vidéo que j'ai trouvée absolument géniale d'une femme qui avait un doigt plus court que les autres, qui n'avait jamais subi de section hein, de doigts ou quoi que ce soit, mais parce que le grand-père, je crois, avait lui eu un doigt coupé, en fait, elle avait ça s'était transmis en fait. C'est-à-dire que cet impact physique a eu un impact émotionnel aussi, et donc a imprimé quelque chose dans l'ADN qui fait que elle avait un doigt plus court que les autres alors qu'elle avait jamais subi quoi que ce soit au niveau de ce doigt-là.
Comme quoi, il y a plein de choses encore qu'on ignore aussi et qui sont super intéressantes. Donc bien sûr, évidemment, je rappelle que la kinésiologie et toutes les médecines un petit peu alternatives de bien-être ne remplaceront jamais la médecine traditionnelle, mais c'est un complément parce qu'effectivement, les médecins aujourd'hui, ils n'ont pas le temps. Les infirmières, elles n'ont pas le temps. Elles font les symptômes, etc. Mais c'est bien aussi de se faire accompagner pour la gestion émotionnelle derrière. Complètement. Alors pour terminer, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens au quotidien pour apporter un petit peu de légèreté dans leur vie? C'est une bonne question. Alors je pense que déjà, c'est important d'écouter le corps, vraiment, vraiment. S'il y a bien une boussole à écouter, c'est notre corps. Donc quand on sent qu'il y a un peu quelque chose qui se passe dans le corps, quelque chose qui coince, une douleur, quelque chose, de vraiment se dire: «OK», plutôt que de lutter contre, et de se dire, «Bah, je m'en occuperai plus tard», c'est de vraiment retrouver de la fluidité dans cette écoute du corps pour pouvoir, bah, justement éviter d'en arriver à de la lourdeur. C'est que plus on va écouter notre corps, plus ça va devenir facile, en fait. Après, on n'a pas toujours les clés, hein, de savoir quoi en faire, mais déjà d'écouter et de conscientiser qu'il y a quelque chose qui se passe dans le corps pour nous dire: «Attention là, t'es pas tout à fait, aligné, tu pas tout à fait sur ton chemin et tu te respectes pas tout à fait», bah, ça peut déjà aider beaucoup. Et après, il y a des choses assez simples, finalement, on n'a pas forcément effectivement besoin, de, suivre, un accompagnement comme la méthode Kineso pendant 6 mois parce que tout le monde n'a pas forcément ni l'envie, ni les moyens, logistiques, financiers et cetera. S'il doit y avoir quelque chose de très simple, pour moi, ce serait les huiles essentielles, vraiment. Parce que ça a un impact, immédiat sur notre système limbique, sur nos émotions. Et c'est finalement quelque chose à mettre, en place assez facilement. Alors pareil, on n'est pas tous formés. Par contre, on trouve, des informations assez facilement. Et puis, moi, j'essaie de donner aussi pas mal de tips, notamment sur les réseaux quand je peux. Et puis un conseil, c'est rapidement fait de se dire: «OK, ben, je vais peut-être faire juste une séance pour dire, bah, voilà, j'aimerais, utiliser les huiles essentielles dans mon quotidien pour m'alléger un petit peu de tout ce que je peux ressentir, vivre et cetera». Il y a des choses qui peuvent être faites de manière assez facile finalement. Il faut juste avoir, les bonnes informations et les bons produits aussi. Merci. Tu as juste parlé d'être aligné, qu'il faut écouter son corps, pour, et s'il y a quelque chose qui va pas, ça montre qu'on n'est pas aligné. Est-ce qu'on peut réussir à y avoir une vie où on est 100 aligné? Non, c'est pas possible ça. C'est pas scoop, spoiler, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais l'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de cet alignement. Cet alignement, c'est juste d'être en cohérence avec, ben, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je vis dans mon corps. Et du coup, qu'est-ce que je vis dans mon corps va m'amener à agir de manière alignée finalement avec ce qui est bon pour moi. Pour moi, l'alignement, c'est ça. C'est de pouvoir déjà de mettre de la conscience sur qu'est-ce qui est bon pour moi, quelles sont mes valeurs, de quoi j'ai besoin et comment je le respecte moi déjà et comment je le fais respecter autour de moi. Euh, je crois qu'on sera jamais 100% aligné parce qu'en fait, la vie, elle vient nous faire grandir. Et c'est justement dans ces phases de désalignement qu'on va pouvoir apprendre de soi et justement grandir. Donc, ne soyons pas tout le temps alignés, mais soyons à l'écoute de ces désalignements qui vont nous permettre de retrouver de l'équilibre. C'est quelque chose qui revient finalement beaucoup dans les épisodes, c'est qu'on est toujours un peu, en équilibre et qu'il faut réussir à trouver Ouais. cet équilibre. Mais c'est aussi le déséquilibre qui nous permet d'avancer justement et de continuer, voilà. Et je voulais aussi rebondir sur, connaître ses valeurs. Je pense que c'est quelque chose de très important. On n'y travaille pas forcément, enfin on n'y réfléchit pas forcément tant que tout va bien, entre guillemets, en tout cas tant qu'on est assez fort Mm. pour avancer, on n'y pense pas. Et voilà, donc la légèreté fait partie de mes valeurs fortes. Les contraintes, tout ça, c'est c'est pas pour moi. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler, en tout cas de mon côté. Des contraintes, je pense qu'on en aura toujours. Oui, bien sûr. L'important, c'est de les choisir pour C'est qu'elles ça. soient justement les plus légères possibles. Et des contraintes qui soient qu'on comprenne pourquoi cette contrainte existe. Mais alors des contraintes qu'on ne comprend pas, il n'y a rien de pire, je pense. Ça fait partie des choix conscients qu'il faut qu'on puisse faire. Exactement. Pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, moi, j'ai du coup mon cabinet à Plopsheim et je suis tous les lundis à l'espace comme là, le lundi après-midi, où je propose les mêmes séances que je fais chez moi à domicile. On peut me retrouver sur mon site internet et également sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai tout ça en description.
Donc si c'est bon pour toi, je te remercie pour cet épisode. Merci d'avoir été là et de nous avoir donné toutes ces explications. Merci à toi. Et merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur toutes les applis de podcast, donc Apple Podcast, Spotify, Deezer, mais également sur Instagram. Et je vous mets toutes les descriptions, toutes les infos dans la description. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.